Bienvenue dans le podcast du coin des profs FLE. Je m'appelle Cynthia, je suis prof de FLE en ligne depuis 2016 et en pleine pandémie, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour accompagner et aider mes collègues à faire leur transition en ligne. Je lance ce podcast pour vous accompagner dans le développement de vos compétences digitales pendant votre trajet en voiture ou encore dans vos tâches du quotidien. Let's go pour un nouvel épisode! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin des profs FLE. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je reviens après un mois d'absence et je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux éditeurs qui ont découvert ce podcast via la newsletter du Café du FLE. Et je me suis dit, à l'occasion, pourquoi ne pas en profiter justement de cet épisode retour pour vous parler un petit peu de mon parcours. Je me suis rendu compte que je ne suis jamais vraiment rentrée dans les détails. Et pourquoi j'en suis arrivée à cette mission, si on peut appeler ça une mission, qui est celle de former un max de profs aux compétences digitales et à la classe inversée. Donc c'est parti pour cette petite story time. Donc, il faut savoir que tout au départ, jeune adulte, je ne voulais pas être prof. J'ai jamais eu envie d'être prof, ni pendant les années lycée, ni en sortant après le bac. Même si, et ça c'est la petite anecdote, je jouais à la maîtresse très très souvent avec mes peluches quand j'étais petite. Malgré ça, je vous jure, et c'est peut-être le destin, mais je n'avais vraiment pas envie d'être prof. C'était pas du tout ce que j'envisageais. Moi, je voulais plutôt bosser dans l'audiovisuel, ou même d'ailleurs dans le journalisme cinématographique, puisque j'étais une grande fan de cinéma. Mais c'est pas si facile que ça. En gros, flemme d'aller à Paris pour étudier, trop cher, moi, trop pauvre. Et donc, je me suis rabattue sur une licence LLCE anglais à Tours, qui offrait justement une option audiovisuelle. Donc, la licence, ça s'est bien passé. J'ai réalisé 2 courts-métrages. Bon, c'est pas des courts-métrages très sérieux. J'ai appris plein de trucs, bien évidemment, mon anglais, de manière générale. Mais après ma licence, malheureusement, il n'y avait pas vraiment de continuité à cette option audiovisuelle et j'avais envie de rester à Tours. Donc du coup, je me suis lancée vers le seul truc, la seule option possible, c'était le master monde anglophone, qui était un petit peu la suite logique après la licence LLCE, en tout cas à Tours. Et je me suis dit qu'il y avait justement une possibilité de faire une école de journalisme à Tours et que je prendrais le temps pendant le master d'éventuellement me préparer au concours. Sauf que j'étais pas du tout préparée pour le concours. J'ai pas réussi à me préparer pour le concours. Je travaillais en même temps. Je faisais plein de choses pendant le master. Donc en fait, j'ai abandonné vraiment l'idée de faire du journalisme. Après avoir abandonné l'idée de faire de l'audiovisuel, j'ai abandonné l'idée de faire du journalisme. Mais bon, j'ai fait autre chose à la place du master d'anglais, effectivement, puisque le master, il me plaisait pas tant que ça. Et puis, j'ai vu une offre de travail. Moi, j'étais quelqu'un qui voulait quand même beaucoup travailler et gagner de l'argent. Et là, j'avais vu une offre, en fait, pour un job de prof remplaçante d'anglais dans un collège, qui était pas très loin de là où j'habitais. Et donc, j'ai accepté. C'était 6 mois, un remplacement de 6 mois, donc c'était quand même pas mal. Et c'était ma première expérience d'enseignement. Et c'est pas que j'ai pas aimé cette première expérience d'enseignement. Au contraire, j'ai même plutôt apprécié. Mais le problème, c'est que j'avais 250 petits humains à gérer. Et c'est beaucoup trop. Avec toutes les classes que j'avais, au total, ils étaient à peu près 250. Et là, je me suis dit, mais comment c'est possible de bien faire son travail de prof, qui est un job tellement important, surtout quand on a autant de petits humains à gérer et qui sont sous notre responsabilité. Comment on peut faire ça avec des classes aussi nombreuses, en fait. Et c'est là, en fait, et c'est vraiment à ce moment-là, parce que le master monde anglophone, ça te préparait principalement pour passer le CAPES. Et c'est là où je me suis dit, c'est mort, je passerai pas le CAPES. Il est hors de question, en fait, que je travaille dans l'éducation nationale. Mais l'idée d'enseigner l'anglais m'a beaucoup plu. D'enseigner une langue, finalement, mais pas dans ces conditions-là. À cette époque-là, donc à l'époque du master, j'avais commencé à avoir une grosse obsession avec le Canada. Et j'avais entendu parler du programme d'assistants et d'assistantes du CIEP, qui est maintenant France Éducation. Donc je me suis candidatée, puis j'ai été acceptée dans une université au Canada, à Thunder Bay,
en Ontario pour enseigner le français langue seconde, pas langue étrangère, mais langue seconde, ce qui est quand même assez particulier, sachant que j'avais eu aucune formation dans le domaine, mais j'y suis partie quand même. Je me suis bien rendu compte en y allant et après une année à enseigner le français que il y avait de grosses lacunes et que j'avais besoin d'avoir plus de compétences que ça et plus de savoir que ça. L'expérience a été vraiment fantastique. J'ai vraiment beaucoup appris et c'est là où je me suis dit qu'enseigner le français dans le domaine universitaire, c'était une option faisable pour moi, une option de carrière. Mais je voulais faire les choses bien et je me suis dit ok, inscris-toi dans un master FLE. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, en revenant de cette expérience du Canada, je me suis inscrite à l'université de Poitiers pour faire un master de FLE, FLS et compagnie. Donc, le master se passe super bien. J'apprends plein de trucs. À la fin de la première année de master, d'ailleurs, je pars comme assistante linguistique à Middlebury College pour la première fois parce qu'en fait, il y avait un partenariat avec l'université de Poitiers. Donc, j'ai eu accès à ça. C'est vraiment un coup de chance et c'est pas forcément parce que je suis la meilleure prof du monde. Mais en tout cas, j'ai eu cette occasion de pouvoir pénétrer dans l'école qui propose un des meilleurs programmes de langue du monde. Pas seulement juste en français, mais en 12 langues au total. Et c'est une question d'opportunité parce que j'étais au bon moment, au bon endroit. Mais je suis quand même, je vous le garantis, je vous rassure, je suis quand même une bonne prof. Mais en tout cas, c'était vraiment une expérience, une opportunité, je veux dire, une chance. Et ça, c'est bien de le répéter des fois quand on parle de son parcours, que tout n'est pas dû au mérite et que parfois, c'est une question de chance, d'opportunité, dans le sens où on est à tel endroit, à tel moment, et c'est le bon moment et c'est le bon endroit. Donc, j'ai cette première expérience à Middlebury et franchement, j'adore. J'ai jamais vu des apprenants apprendre aussi rapidement une langue étrangère. Donc, je me suis dit, ok, il faut absolument que j'y retourne pour le reste de ma vie. En fait, je rencontre des profs qui étaient là depuis 20 ans, 25 ans, enfin, genre qui ont fait carrière là-bas, quoi, tous les étés. Et c'était un peu, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est mon but maintenant. Enfin, c'est un de mes buts. Donc, deuxième année de master, donc je retourne en France pour ma deuxième année de master qui se passe très très bien et qui finit par un stage. Donc, je fais un stage de 5 mois dans une université en Roumanie. Donc, comme vous le voyez ici, au niveau de l'expérience professionnelle, on tourne vraiment autour du monde universitaire. Et je boucle ma thèse mon mémoire. Pas ma thèse, mais mon mémoire. Et c'est bon, voilà, ça y est, je suis officiellement prof de FLE. L'été après mon stage, je retourne à Middlebury, mais toujours comme assistante. L'objectif, encore une fois, c'est d'être prof. Et c'est ce qui finira d'ailleurs par arriver, comme vous le savez. J'enseigne là-bas depuis et ça ne s'est pas arrêté. Donc maintenant, c'est ma 10e année cet été. Et je suis même d'ailleurs depuis l'année dernière coordinatrice de niveau, du niveau débutant, ce qui était très important pour moi, non pas parce que je suis coordinatrice, j'ai monté un échelon, je gagne un peu plus d'argent. Ce qui était très important pour moi, c'était d'être capable d'avoir la possibilité en fait de choisir le syllabus, mais aussi la méthodologie d'enseignement. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important que mes professeurs, que mes élèves puissent apprendre et que mes profs enseignent avec la classe inversée et qu'ils optimisent et qu'ils utilisent correctement leur LMS. D'ailleurs, on a une LMS qui nous est imposée là-bas, c'est Canvas. Et donc, pour moi, ça, c'était très important. Donc, maintenant, je peux le faire. Je suis extrêmement contente parce que, mine de rien, ça reste une des meilleures méthodes pour enseigner une langue, quoi. Donc, où on en est maintenant? Donc, on en est à peu près en 2015-2016. Je retourne de Middlebury et j'ai mon master. Je vais à Paris et j'enseigne partout. Voilà, j'enseigne vraiment partout. Ça devient un peu fatigant. Et puis en novembre, comme vous le savez, en 2015, il y a les attentats. Et là, Paris, je me sens plus très très bien, quoi. Mais je continue toute l'année scolaire là-bas quand même. Été 2016, bien évidemment, je retourne à Middlebury, cette fois-ci comme prof, pour la première fois. Et c'est le bonheur, vraiment, c'est ce que je me dis. Je me dis, je veux absolument pouvoir continuer à enseigner là-bas, même si, bien évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de classe inversée, il n'y avait pas de très bonne gestion de la LMS Canvas. Sachez-le, en 2016, on n'y était pas encore. Donc, après Middlebury, j'ai pas envie de retourner à Paris. Voilà, j'ai pas envie de retourner à Paris et j'ai pas envie de retourner en France
en gros, quoi. Donc là, je me dis, bah tiens, pourquoi pas le Portugal, parce que finalement, toute ma famille vient du Portugal. Je suis née en France, je me considère vraiment française, mais au niveau de la culture familiale, disons, et de la famille, je ne suis pas française. Voilà, je suis complètement portugaise. Toute ma famille habite au Portugal et moi, je n'ai jamais habité au Portugal. Au pire, j'y passé les vacances d'été quand j'étais petite, mais j'y avais jamais vraiment habité. Et puis je me suis dit, tiens, ça me paraît être une excellente idée. Donc, je commence en septembre à chercher du travail auprès de chez moi, ou même un peu plus loin d'ailleurs. Mais je me rends compte que c'est compliqué, ça paye vraiment très très mal. Et puis c'est là, en fait, en novembre, octobre-novembre, que je découvre Lingoda. Mais vraiment, Lingoda, c'est balbutiement. Hein. C'est vraiment le tout début de Lingoda. C'est pas organisé, c'est un peu encore le bordel. Et quand je vois le monstre que c'est maintenant, enfin, je trouve ça complètement ouf. Et je me suis un petit peu fière quand même d'avoir fait partie du début, quoi. Donc, je commence à enseigner en ligne, sachant que je n'ai aucune formation pour enseigner en ligne. À l'époque, je trouve pas ça grave, mais je finis par m'en rendre compte. Et je vous dis, hein, on est en 2016, bien avant le Covid. Donc la question d'avoir une manière d'enseigner en ligne se pose même pas à l'époque. Mais pas du tout. En même temps que je travaille depuis chez moi avec Lingoda, je commence à donner des cours de soutien scolaire dans un centre de soutien scolaire. Il faut savoir que les centres de soutien scolaire, c'est vraiment très très populaire au Portugal. Et d'ailleurs, je travaille avec elle et je finis par même m'associer à elle et acheter une part de l'entreprise. Ce qui a été une des plus grosses erreurs dans ma vie. J'ai perdu vraiment une tonne d'argent. J'ai travaillé avec des gens qui m'ont vraiment mis au plus bas, qui m'ont déprimée. J'ai fait un burn-out. Enfin, j'ai fait une dépression au niveau du travail. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé à l'époque, mais en tout cas, ça s'est extrêmement mal passé. D'ailleurs, moi, j'avais fait un épisode sur cette expérience, qui est quand même une expérience intéressante d'avoir ouvert une école de langue en ligne. Une école de langue. Et en fait, j'ai reçu un mail de menace de la part de mes anciennes associées. Donc, j'ai retiré l'épisode parce que j'avais vraiment pas envie de m'embêter avec ça. Et donc voilà, c'est pour vous dire à quel point... Et je vous le dis, hein, mes anciennes associées ne parlent pas français, ne comprennent pas le français, mais même pas un petit peu. Et vous voyez que j'ai un débit qui est relativement très rapide. J'articule pas forcément très très bien. Donc... c'était vraiment pas cool de leur part d'être aussi mégalo et de me menacer en fait de porter plainte, quoi. Je trouve que c'est quand même des menaces très très graves. Mais bon, voilà. Donc, avec 14 000 € en moins dans mon compte en banque, je décide de mettre à la plateforme Italki et d'un petit peu de laisser tomber Lingoda parce que, bon, avec Italki, on peut choisir nos prix, on peut établir nos prix, même si effectivement il y a une charge qui est très importante à donner à la plateforme. Je gagnais quand même plus d'argent qu'en étant juste avec Lingoda. Donc je gagne un peu mieux, ça se passe plutôt bien. Et puis, à force de autant travailler en ligne, je commence à vraiment me poser plein de questions sur l'enseignement en ligne, sur plein de choses. En fait, je vois plein de problématiques, je vois plein de problèmes et je me pose plein de questions. Et je me dis, en 2019, tiens, ça serait pas une bonne idée de s'inscrire à un doctorat, finalement. Donc je me suis inscrite, j'ai été prise dans un doctorat dans le domaine de la technologie de l'éducation à l'université d'Aveiro, qui est en fait la ville à côté de mon village, donc pas très très loin, hein, très pratique. Et donc au Portugal, la première année d'un doctorat, en fait, c'est comme si c'était un espèce de master qu'on faisait en un an. Donc en fait, ils appellent ça un post-grade. Et donc c'est comme si j'avais un 3e master en fait en technologie d'éducation, ce qui est pas mal quoi en soi, puisque la première année en fait on commence pas du tout les recherches. On fait plein de séminaires et on apprend plein de choses. Et donc, j'en apprends, mais vraiment j'en apprends vraiment beaucoup sur l'éducation à distance et sur la gestion des LMS. Et là, je commence vraiment à creuser pour en savoir davantage, pour justement moi-même mieux utiliser la LMS. LMS Canvas qui m'est d'ailleurs imposé par Middlebury College. Donc du coup, je me dis que c'est quand même une bonne idée. Donc, fast forward, on avance. On est en 2020, Covid. Donc là, la terre entière, elle passe en ligne. Je commence à recevoir des messages de collègues pour des conseils et autres. Et là, je me dis, finalement, est-ce que ce serait pas plus simple de se filmer pour montrer les divers, le processus, quoi, les choses, les outils, etc. Et je me dis, pourquoi pas en fait lancer ma chaîne YouTube. On était enfermés à la maison, j'avais rien d'autre à faire.
Et je vous rappelle ma passion pour l'audiovisuel. Donc ça tombait très très bien et je me suis lancée, quoi. Et franchement, j'ai bien fait parce que les retours étaient plutôt bons, étaient bons d'ailleurs. Et j'ai pu être invitée, ça m'a donné de la visibilité. Et donc j'ai pu être invitée à des séminaires, j'ai commencé à donner des formations auprès de structures. Enfin vraiment, ça a complètement ouvert mon champ de possibilités au niveau de ce que j'étais ou non capable de faire autre que juste enseigner le français. Donc on est toujours en 2020. Et pour la première fois depuis 100 ans de la création du programme de langue de Middlebury College, on fait notre programme intensif de 8 semaines, enfin de 2 mois, de 7 semaines, enfin de 2 mois en ligne. Et là, je me dis qu'en ligne, j'avais appris tellement de choses en fait au niveau de mon doctorat, au niveau de ma recherche sur la Zoom fatigue par exemple, sur la transition en ligne des professeurs, parce que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ça au début du Covid. J'ai beaucoup recherché sur le sujet justement. Et je me suis dit, ça va vraiment pas être possible déjà de donner autant de cours synchrones. Et même comme ça, il faut qu'on trouve un moyen pour pas perdre en contenu, parce qu'il va falloir qu'ils payent exactement la même chose que les autres années. On peut pas leur donner moins de choses, leur donner moins de cours si vous préférez. On va devoir trouver une solution. Et c'est là que je découvre, si vous voulez, j'avais déjà découvert avant, parce que j'avais déjà commencé à appliquer la classe inversée. Et je commençais vraiment à faire ma recherche dessus et l'appliquer moi-même dans mes cours individuels. Et là, j'ai proposé à mon collègue que c'est vraiment la meilleure option pour nous. Pourquoi ? Ça va permettre de limiter le temps de contact synchrone sur Zoom qui est extrêmement fatigant, justement en leur donnant les documents, donc les CO, les CE, les compréhensions écrites orales, avant le cours. On perdra moins de temps pendant le cours, on passera moins de temps avec eux, on peut peut-être limiter et faire 1 heure de moins, mais ça ne va pas empiéter sur la cadence et sur le programme. C'est-à-dire qu'on aura exactement le même programme qu'on a d'habitude. Donc ça a été la stratégie et ça a plutôt bien marché. Et donc voilà, la classe inversée, c'est ça. C'est les apprenants prennent connaissance des documents avant le cours. Et c'est parfait en fait, parce que j'ai encore vraiment du mal à comprendre comment on peut vraiment bien faire une CO en présentiel, enfin pas en présentiel, en synchrone pendant Zoom. Ça peut donner place à tellement de problèmes techniques. Et à ce moment-là, il vaut vraiment mieux le faire avant. Et c'est vraiment ça, hein, c'est le fait d'avoir enseigné en ligne qui m'a amenée à la classe inversée. Et donc avec tout ça, en 2022, je décide de vraiment prendre au sérieux justement cette casquette de formatrice que j'avais, mais de manière passive, puisque j'attendais que les structures m'appellent pour donner des formations. Et j'ai décidé d'exporter un petit peu toutes ces connaissances-là, cette casquette de formatrice, et de l'exporter sur les réseaux sociaux, donc avec le Coin des Profs FLE, qui est une chaîne YouTube, un compte Instagram et un podcast, ce podcast que vous êtes en train d'écouter. Et cette année, 2023, j'ai lancé pour la première fois justement des formations sur la LMS Canvas et sur la classe inversée. Donc c'est important pour moi parce que c'est pas la première fois que je donne des formations, mais c'est la première fois que c'est moi qui les lance. Voilà, vraiment moi, Cynthia, de manière individuelle, quoi. C'est pas une structure. Et donc ça s'est bien passé, j'ai fait de très très belles rencontres. Et franchement, ça aurait dû continuer, sauf que effectivement, mois d'avril, j'ai rencontré un petit pépin qui a fait que j'ai pris une bonne pause d'un mois et demi. Mais voilà, cette pause, elle m'a fait vraiment du bien et maintenant je suis de retour. Donc, dans 1 mois, je retourne travailler à Middlebury. Je vais vraiment penser à faire une session de formation sur une journée et probablement le week-end pour vraiment avoir un max de personnes qui puissent en fait être disponibles. Je sais que le samedi, c'est pas cool, mais c'est vrai que c'était difficile et j'ai remarqué ça en organisant mes formations, c'était que parfois les gens peuvent pas le mercredi, c'est compliqué. Donc un samedi, toute la journée, le matin on fait classe inversée, l'après-midi on fait LMS, ou on fait LMS le matin et classe inversée l'après-midi, et on fait ça vraiment en profondeur, en mode classe inversée. Et j'essaierai éventuellement de faire ça pendant les vacances pour certains, mais pendant juillet, août, pendant que je suis à Middlebury, mais j'ai tellement de travail que ça va me paraître peu faisable, mais on ne sait jamais. Dans tous les cas, suivez-moi sur mon Instagram, le Coin des Profs FLE. Je suis extrêmement active pendant cette période, quand je suis à Middlebury, parce que je vous montre en fait l'utilisation des LMS
et de la classe inversée dans un contexte qui est différent puisque j'ai des classes et je suis en présentiel. Et je pense que c'est toujours intéressant de voir comment appliquer les principes de la classe inversée et de la gestion d'LMS dans un contexte différent que celui des cours en ligne. Voilà, c'est tout pour cet épisode. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Ciao! Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast, laisser un avis et à le partager sur vos réseaux. À bientôt dans un nouvel épisode.